Imagine qu'un jour, vous recevez un appel d'une personne que vous essayez d'éviter depuis des années. Un appel qui, en une seule seconde, bouleverse toute votre vie. Ce n'est pas une simple conversation. Cet appel, avec une seule phrase, fait vaciller le sol sous vos pieds. J'ai vendu ton chalet. Tu sais, celui que tu aimais tant. Maintenant, imaginez ce sentiment. Cet endroit, qui vous apportait tant de calme et de sécurité, que vous chérissiez comme un trésor, n'est soudainement plus à vous. Et le pire? Cette personne ne ressent aucune culpabilité à ce sujet. Au contraire, elle ajoute avec un rire sarcastique, « De toute façon, tu n'en avais pas besoin. » Mais que se passe-t-il si vous découvrez que cette vente n'est pas du tout ce qu'elle semble être? Et si, derrière cela, se cachait quelque chose de bien plus grand et dangereux? Quelque chose issu du passé, rempli de secrets? Si vous êtes curieux de savoir comment quelqu'un peut se relever d'une telle trahison, comment il peut récupérer non seulement ce qui lui appartient, mais aussi sa vie, alors restez avec moi, car cette histoire n'est pas de celles qu'on oublie facilement. Cliquez sur le bouton d'abonnement, laissez un like, et venez avec moi découvrir ces mystères ensemble. Le téléphone vrombissait dans ma poche, me tirant de mes pensées. Je repris mes esprits, essuyai la sueur de mon front et sortis par la porte de la petite clinique rurale où le soleil de midi projetait de longues ombres sur le sol. Le nom qui s'affichait sur l'écran fit se nouer mon estomac. Marc. Je faillis ne pas répondre. Marc, mon ancien beau-père, avait toujours été une source de problèmes et de mauvaises décisions dans ma vie. Au fil des ans, j'avais appris que ces appels n'apportaient jamais de bonnes nouvelles. Mais quelque chose, peut-être de la curiosité ou une faible lueur d'espoir, me poussa à appuyer sur le bouton vert. « Allô » répondis-je d'une voix prudente et neutre. « Anna » s'exclama la voix de Marc, bien trop joyeuse. Je savais immédiatement que c'était mauvais signe. Je voulais juste te dire que j'ai vendu ton chalet en montagne. Mon cœur manqua un battement. Je serrai le téléphone dans ma main, l'air me manquait. Quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Demandai-je, ma voix tremblant malgré moi. Je l'ai vendu, répéta Marc avec une désinvolture qui me fit bouillir de rage, comme s'il s'agissait d'un vieux meuble. Ne prends pas cet air-là, Anna. C'était pour le plus grand bien. Enfin, le mien, bien sûr. Son rire moqueur me fit presque exploser la tête. Marc avait toujours été du genre à placer ses propres intérêts avant tout. Ma mère l'avait épousé lorsque j'avais 16 ans, et Marc s'était rapidement introduit dans notre famille avec une gentillesse et un humour de façade. Mais sous cette surface se cachait un homme manipulateur et égoïste, qui n'hésitait jamais à exploiter les autres pour son propre bénéfice. Le chalet en montagne, cependant, n'était pas simplement une maison. C'était mon sanctuaire. Pendant des années, j'en avais pris soin, je l'avais rénové et y avais conservé des souvenirs précieux. Cet endroit était une île de paix pour moi, un refuge dans le tumulte de la vie. Et maintenant, Marc en parlait comme s'il s'agissait d'une carte à jouer, un objet qu'il pouvait sacrifier pour régler ses dettes. Tu n'avais aucun droit de faire ça. Lançai-je avec colère, bien que ma voix tremblait encore. Calme-toi, Anna, dit Marc en haussant les épaules. J'en avais besoin pour régler mes affaires. Et puis, quel est l'intérêt de garder ce chalet si tu n'y vas presque jamais? Crois-moi, c'est mieux ainsi. Son rire résonnait encore dans mes oreilles, transperçant mes pensées. Je n'en pouvais plus. Sans dire un mot de plus, je raccrochai. Sous l'arbre à côté de la petite clinique, j'essayais de rassembler mes pensées. L'audace de Marc semblait sans limite, mais cette fois, il avait franchi une ligne. Ce que Marc ignorait, et ce que je n'avais pas l'intention de lui révéler pour le moment, c'est que le chalet ne m'appartenait pas entièrement. Grâce à une vieille amitié très proche, la propriété était en partie à Lila, ma colocataire à l'université. Nous avions un accord, aucune vente ne pouvait être effectuée sans les signatures des deux parties. Marc avait donc clairement agi de manière illégale. Cette histoire était loin d'être terminée. Lorsque je retournai à mon logement, je m'assis sur le bord de mon lit, le téléphone toujours en main, comme s'il pouvait résoudre la situation par lui-même. Plus je repensais aux paroles de Marc, plus la colère montait en moi. Ce chalet n'était pas qu'un bâtiment. C'était l'endroit où j'avais passé des étés avec ma mère, chassant des grillons et regardant les étoiles. Après sa mort,
Ce chalet était devenu la seule chose stable dans ma vie. Marc, bien sûr, n'avait jamais compris ce que cet endroit représentait pour moi. Pour lui, ce n'était qu'un bien matériel qu'il pouvait exploiter pour son propre profit. Mais je ne le laisserai pas s'en tirer ainsi. Je sortis mon téléphone et trouvai le nom de Lila dans mes contacts. Dès qu'elle décrocha, je sentis à sa voix qu'elle savait que quelque chose n'allait pas. « Anna, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle immédiatement. « Marc, il a vendu le chalet, lâchez-je. » Ces mots lourds sur ma langue. Un long silence s'installa au bout du fil. « Pardon ?» finit-elle par demander, incrédule. « Il a dit qu'il avait besoin d'argent pour régler ses dettes de jeu, expliquai-je, l'amertume perçant dans ma voix. Il pense qu'il peut tout se permettre, mais notre contrat le rend impossible. » La voix de Lila devint résolue. « Très bien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Prépare les papiers de propriété pendant que je rentre, dis-je fermement. Dès que je serai là, je vais le confronter. Tu peux compter sur moi, répondit-elle avec détermination. On va régler ça ensemble. En raccrochant, une étrange sérénité m'envahit. Marc pensait m'avoir vaincu, pensait que j'étais trop loin pour réagir. Mais il ne savait pas à qui il avait affaire. Je n'étais plus l'adolescente de 16 ans qu'il pouvait manipuler si facilement. Cette bataille ne faisait que commencer. Les jours suivants, bien que je continuais mon travail à la clinique, mes pensées étaient constamment tournées vers le chalet. La trahison de Marc planait comme une ombre sur tout ce que je faisais. Une nuit, incapable de dormir, je pris mon carnet de notes, celui que j'emportais partout. Écrire m'aidait à mettre de l'ordre dans mes idées, et à cet instant, j'en avais désespérément besoin. Alors que je griffonnais mes sentiments, des souvenirs me submergèrent. La première fois que j'avais visité le chalet avec ma mère, les longues randonnées en montagne, le crépitement du feu dans la cheminée. Une chose devint claire, je ne pouvais pas abandonner cet endroit. Ce n'était pas seulement une maison, c'était une partie de ma vie, de mon histoire. Le lendemain matin, Lila m'appela à nouveau. J'ai relu le contrat, dit-elle immédiatement. C'est clair, Marc n'a aucun droit de vendre le chalet. Les papiers précisent bien que nos deux signatures sont nécessaires. Je fus soulagée, mais la colère continuait de gronder en moi. On sait à qui il a essayé de le vendre ? Pas encore, mais j'ai vérifié et il n'y a aucune trace officielle de transfert dans le registre foncier. Je pense que Marc a essayé de conclure un accord illégal. C'était exactement le genre de comportement que j'attendais de lui. Toujours à la recherche de raccourcis, pensant qu'il pouvait contourner les règles. D'accord, alors quelle est la prochaine étape ? Demandai-je, essayant de garder mon sang-froid. D'abord, on doit consulter un avocat, suggéra Lila. En attendant, on garde un œil sur la situation. En raccrochant, je sentis un plan se former dans mon esprit. Marc pensait avoir toutes les cartes en main, mais il allait bientôt découvrir qu'il avait sous-estimé la personne qu'il avait en face de lui. Mon voyage de retour s'est déroulé dans un silence apparent, bien que mes émotions bouillonnaient intérieurement. Je regardais par la fenêtre les montagnes se dévoiler lentement, celles que j'aimais tant enfant. Ces souvenirs, qui autrefois m'apportaient du réconfort, semblaient désormais plus douloureux que réconfortants. La trahison de Marc n'avait pas seulement mis en danger la sécurité du chalet, mais aussi un morceau de mon passé, de ma paix intérieure. Dès mon arrivée en ville, avec ma valise et mon sac à dos, je me dirigeais vers le chalet. La route était longue et sinueuse, et la verdure des forêts semblait plus dense que jamais. À mesure que j'approchais, mon estomac se nouait, et mon cœur battait de plus en plus fort. Devant la porte, un étrange pressentiment m'envahit, comme si quelque chose avait changé, bien qu'à première vue tout semblait identique. En sortant ma clé pour ouvrir la porte, je m'arrêtai net sur le seuil. Un des fauteuils n'était pas à sa place habituelle, et sur la table, il y avait un verre ébréché que je n'avais certainement pas laissé là. Quelqu'un était venu ici. Une nervosité soudaine m'envahit, et la clé dans ma main glissa presque de mes doigts. En entrant, le sol craqua doucement sous mes pas, me rappelant à quel point je connaissais bien cet endroit. Chaque petit bruit m'était familier, et c'était précisément ce qui rendait la situation si angoissante. Le moindre changement perturbait cet équilibre.
Je me dirigeai vers la fenêtre et regardai dehors, mais je ne vis que la route vide et la forêt dense. Mon esprit s'agitait, essayant de comprendre qui avait pu venir ici, et pourquoi. Je pris le verre ébréché sur la table et l'examinai un instant. Il restait un fond de vin rouge à l'intérieur. Marc. Cela devint immédiatement évident. Il avait toujours cette manie de s'imposer sur les territoires des autres, comme si tout ce qui existait dans le monde lui appartenait. Ce détail n'était qu'un autre signe qu'il n'avait pas abandonné ses plans pour le chalet. Plus tard, Lila arriva, et elle remarqua tout de suite que quelque chose n'allait pas. Alors que je lui expliquai la situation, son expression devint de plus en plus grave. Ce n'est pas juste un coup habituel de Marc, dit-elle finalement, debout au milieu du salon. S'il est vraiment venu ici, c'est probablement qu'il cherchait quelque chose. Qu'est-ce qu'il aurait bien pu chercher? Demandai-je, impatiente. Cet endroit est important pour moi, mais pour Marc? Il n'y a toujours vu qu'une opportunité financière. Lila secoua la tête. Peut-être qu'il s'agit de quelque chose de plus. Tu te souviens de ce que ta mère disait autrefois? Elle disait toujours que ce chalet cachait des secrets. Ces paroles eurent l'effet d'un éclair. Pendant mon enfance, j'avais effectivement entendu ma mère faire de telles remarques, mais je n'avais jamais pensé que je devais les prendre au sérieux. À l'époque, cela ressemblait à des contes qu'elle racontait pour me faire sentir que cet endroit était spécial. Mais maintenant, en voyant le comportement étrange de Marc, je commençais à douter. Et si le chalet cachait vraiment quelque chose que je n'avais jamais compris? Le lendemain matin, nous nous levâmes tôt, et avec Lila, nous entreprîmes de fouiller le chalet. Nous tirâmes des tiroirs, feuilletâmes des livres et allâmes même jusqu'à inspecter le sol. Dans un coin, sous une vieille commode bancale, nous trouvâmes une boîte en métal rouillé. En l'ouvrant, nous découvrîmes quelques photos jaunies par le temps et une carte. Une des photos attira particulièrement mon attention. Sur cette image en noir et blanc, ma mère se tenait aux côtés de deux hommes. L'un d'eux était Marc, dans une version plus jeune, mais l'autre était un homme totalement inconnu pour moi. Son visage sévère et fermé éveilla en moi un sentiment étrange, presque inquiétant. « Qui est-ce » demandai-je en tournant la photo. Lila se pencha pour l'examiner de plus près. « Je ne sais pas. Mais je suis sûre que ça a un rapport avec ce qui se passe. » La carte était également étrange. Elle représentait les environs du chalet, avec plusieurs croix rouges marquées à différents endroits. Je n'avais aucune idée de ce que ces symboles pouvaient signifier, mais il était clair qu'ils désignaient quelque chose d'important. « Tu crois que ça indique un trésor » demandai-je à moitié en plaisantant, à moitié sérieuse. Lila sourit légèrement. Ou peut-être quelque chose que Marc cherche désespérément à trouver. Nous passâmes les heures suivantes à essayer d'en apprendre davantage sur la carte et les photos, mais nos recherches restèrent infructueuses. La seule chose évidente était que le mystère du chalet était bien plus profond que ce que j'avais jamais imaginé. Le soir, alors que nous étions assises près de la cheminée, Lila brisa le silence d'une voix douce. « Anna, et si ta mère avait vraiment laissé quelque chose ici? Et si ce chalet n'était pas seulement un lieu de souvenir, mais aussi un endroit où quelque chose doit être protégé ?» Sa question renforça en moi le sentiment croissant que nous faisions partie de quelque chose de bien plus grand. Et bien que cette idée m'effraya, elle renforça aussi ma détermination. « Alors nous le protégerons, » répondis-je doucement, mais fermement. La nuit fut agitée. Chaque petit bruit me réveillait, et mes pensées revenaient sans cesse à la carte, aux photos et à toutes ces questions auxquelles je n'avais toujours pas trouvé de réponse. Pourquoi ma mère apparaissait-elle sur cette photo avec Marc et cet homme inconnu? Que signifiaient les marques rouges sur la carte? Et comment tout cela était-il lié à l'action soudaine de Marc, qui avait vendu le chalet? Le matin, en descendant, j'ai trouvé Lila déjà occupée dans la cuisine. Elle a posé devant moi une tasse de café fumant et est immédiatement allée droit au but. « J'ai réfléchi cette nuit, » dit-elle, avec une légère inquiétude dans la voix. « On ne peut pas rester assise ici à essayer de deviner. Il faut découvrir ce que signifient ces marques sur la carte. »« Je suis d'accord, » répondis-je en hochant la tête, bien que je luttais encore intérieurement avec l'idée que nous nous embarquions peut-être dans quelque chose de dangereux. « Mais par où commencer ?
Lila montra l'un des points marqués sur la carte, situé près d'une clairière dans la forêt, non loin du chalet. Commençons ici, proposa-t-elle. C'est l'endroit le plus proche, et nous pouvons facilement nous y rendre à pied. Nous avons passé la matinée à préparer quelques équipements de base, des lampes de poche, la carte, de l'eau et un carnet pour documenter ce que nous pourrions trouver. En sortant du chalet, l'air frais de la montagne m'a immédiatement frappé au visage. La verdure de la forêt semblait plus dense et plus mystérieuse que jamais, comme si la nature elle-même avait des secrets à cacher. D'après la carte, il nous faudrait environ une demi-heure de marche pour atteindre le premier emplacement. Le chemin était silencieux, seulement interrompu par le gazouillis discret des oiseaux et le craquement des feuilles mortes sous nos pas. J'avais l'impression que quelqu'un nous observait depuis l'ombre des arbres, mais chaque fois que je regardais derrière moi, je ne voyais que la forêt immobile. Lorsque nous avons enfin atteint le point indiqué sur la carte, nous sommes tombés sur une clairière abandonnée. Parmi les arbres se trouvait une vieille dalle de pierre recouverte de mousse, qui avait peut-être servi de borne ou de repère autrefois. Lila s'agenouilla pour mieux l'examiner et passa sa main sur la mousse pour la dégager. « Regarde ça » murmura-t-elle. À la surface de la pierre, des gravures à peine visibles formaient des motifs, comme si quelqu'un y avait tracé une ancienne carte ou des symboles. L'un des motifs représentait un triangle avec un petit cercle en son centre. Le symbole me semblait vaguement familier, mais je ne parvenais pas à me rappeler d'où. Peut-être que c'est un guide ? Demandai-je en me penchant pour mieux voir. Lila hocha la tête. C'est possible, mais ça pourrait aussi être juste une partie d'un plus grand puzzle. En explorant la clairière, je remarquai quelque chose dans les buissons. Une vieille boîte rouillée était à moitié enfouie dans le sol. Je l'ai tirée hors de la terre, et en l'ouvrant, j'ai trouvé un document jauni, rempli de noms inconnus et de dates. L'une des dates attira particulièrement mon attention, le 14 juin 1987. Cette date me dit quelque chose, dis-je, alors que Lila se penchait par-dessus mon épaule pour examiner le papier. C'était le jour où ma mère m'a emmené ici pour la première fois. Peut-être que ce n'est pas une coïncidence, répondit Lila, son visage montrant qu'elle reliait les pièces du puzzle tout comme moi. Peut-être que tout ce chalet fait partie d'une histoire beaucoup plus grande. En revenant vers le chalet, nous étions toutes deux perdues dans nos pensées. Les événements des derniers jours semblaient déjà accablants, mais j'avais la sensation que nous n'avions fait qu'effleurer la surface du mystère. Les motivations de Marc restaient floues. Et cet homme sur la photo, qui était-il, et quel rôle avait-il joué dans la vie de ma mère? Lorsque nous sommes arrivés au chalet, une visite inattendue nous attendait. Devant la porte se tenait un homme vêtu d'un long manteau, une pochette à la main. Mon cœur s'emballa, mais j'ai essayé de rester calme en m'approchant. « Puis-je vous aider ?» demandai-je, ma voix légèrement plus dure que je ne l'aurais voulu. L'homme se tourna lentement vers moi, un léger sourire forcé sur son visage. « Vous êtes Anna, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, d'une voix grave et mesurée. « Je m'appelle Balin. Votre père m'envoie. » Cette phrase me frappa comme une douche froide. Marc l'avait envoyé? Mais pourquoi? Et qui était cet homme? Marc? Demandai-je avec méfiance. Pourquoi vous aurait-il envoyé ici? Balin ne répondit pas tout de suite. Il regarda autour de lui, comme pour s'assurer que personne n'écoutait. Écoutez, je ne veux pas de problème, dit-il finalement. Je veux simplement vous remettre ce document. Je pense qu'il pourrait vous être utile. Je tenais la pochette entre mes mains, mais je ne savais toujours pas si je pouvais lui faire confiance. Qu'est-ce que c'est? Demandai-je en l'ouvrant prudemment. À l'intérieur se trouvaient d'anciens documents cadastraux et une lettre manuscrite, signée par ma mère. Comment cela est-il arrivé entre vos mains? Demandai-je d'un ton sec en feuilletant les papiers. Balin poussa un léger soupir. C'est une longue histoire. Mais je crois que Marc n'en savait rien. Votre mère voulait sûrement que cela vous revienne, mais ces documents sont restés cachés pendant des années. Je ne savais pas quoi dire. Mes pensées tourbillonnaient, embrouillées par le contenu de la lettre et les questions sans réponse. Balin, entre-temps, s'éloignait lentement sur le sentier qui menait au chalet. Avant de disparaître dans la forêt, il se retourna pour me dire une dernière chose.
Prenez soin du chalet, Anna. Il y a plus en jeu que ce que vous imaginez. Je restais là, regardant l'endroit où il avait disparu, avec le sentiment grandissant que je faisais partie de quelque chose de bien plus grand que je ne l'aurais jamais cru. Lila s'approcha et posa une main rassurante sur mon épaule. Maintenant, je suis certaine que cet endroit cache des secrets, dit-elle doucement. Et je pense que nous sommes les seuls à pouvoir les percer. Le matin était calme, mais une tension palpable flottait dans l'air. Anna et Lila avaient passé une nuit agitée, les pensées envahies par les mystères qu'elles essayaient de résoudre. Le livre, les symboles trouvés dans la mine et les révélations de Zoltan formaient un puzzle complexe. Pourtant, une vérité semblait se dessiner, le chalet et ses environs cachaient quelque chose de bien plus important qu'elle ne l'avait imaginé. Anna était assise à la table de la cuisine, fixant la carte étalée devant elle. Chaque marque rouge semblait maintenant chargée d'une signification nouvelle, presque lourde. Lila, quant à elle, faisait les 100 pas, incapable de cacher son agitation. « Je pense que nous devons nous rendre à ce point-là, » dit-elle en désignant une croix rouge marquée près d'un ancien sentier forestier, au-delà de la clairière que nous avons visitée hier. Anna hocha la tête. « D'accord. On y va tout de suite. » Elles rassemblèrent leur matériel, des lampes de poche, une boussole et le carnet où elles notaient leurs découvertes, et quittèrent le chalet. L'air frais de la montagne avait une certaine sérénité, mais les deux femmes ne pouvaient ignorer la nervosité qui grandissait en elles. Le sentier qu'elles suivaient était moins marqué que les précédents. Des branches basses griffaient leurs vêtements, et le sol était recouvert de feuilles mortes qui rendaient la marche glissante par endroits. Malgré le silence de la forêt, Anna avait l'impression qu'elle n'était pas seule. « Tu as remarqué ?» demanda-t-elle à Lila à voix basse. « Quoi ? On dirait qu'on nous observe. » Lila s'arrêta, scrutant les environs. Mais tout semblait calme, presque figé. « Peut-être que c'est ton imagination, » dit-elle, bien qu'elle-même ne semblait pas complètement convaincue. Elles continuèrent à avancer, et après environ 1 heure de marche, elles atteignirent l'endroit indiqué sur la carte. C'était une petite clairière, entourée d'arbres si hauts que leurs cimes semblaient toucher le ciel. Au centre de la clairière, un vieux puits en pierre, partiellement effondré, se dressait comme un vestige du passé. « C'est là », murmura Anna. Elles s'approchèrent du puits avec prudence. La pierre était froide au toucher, recouverte de mousse et de lichen. En regardant à l'intérieur, elles ne virent qu'une obscurité profonde, mais une échelle en fer rouillé descendait dans le puits, indiquant qu'il menait quelque part. « On descend ?» demanda Lila, son ton hésitant. « Je crois qu'on n'a pas le choix », répondit Anna. Anna fut la première à descendre, serrant fermement les barreaux de l'échelle qui grinçaient sous son poids. Lila la suivit de près, son souffle court. Lorsqu'elles atteignirent le fond, elles se retrouvèrent dans une sorte de tunnel étroit, creusé dans la roche. L'air était humide, et une odeur de terre imprégnait l'atmosphère. En progressant dans le tunnel, elles tombèrent sur une porte en bois massif, presque cachée derrière des racines épaisses qui s'étaient infiltrées dans la pierre. La porte semblait ancienne, mais elle était intacte. « Tu crois qu'on peut l'ouvrir ?» demanda Lila. Anna posa la main sur la poignée en métal froid et, avec un peu de force, parvint à la faire tourner. La porte s'ouvrit lentement, dévoilant une petite pièce. À l'intérieur, une table en bois était recouverte de parchemin, et une lanterne ancienne reposait sur le sol. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura Lila, ébahie. Elles s'approchèrent de la table, où étaient disposés des documents jaunis par le temps. Anna en prit un et commença à le lire. Il s'agissait d'une sorte de journal, écrit dans une écriture ancienne mais encore lisible. « Nous avons caché la vérité ici, loin des regards indiscrets. Ce lieu doit rester protégé, car il renferme plus que de simples souvenirs. Ceux qui découvrent ceci doivent comprendre que leur quête ne fait que commencer. » « Ça devient de plus en plus étrange, » murmura Lila. En fouillant davantage, elles trouvèrent un petit coffre en bois. Il était fermé par un verrou, mais la clé reposait juste à côté. Anna l'ouvrit lentement, découvrant à l'intérieur une amulette en métal gravée de symboles familiers. « Ces symboles, ce sont les mêmes que dans la mine, » dit-elle. Lila examina l'amulette de plus près. « Ça doit être important. » Avant qu'elle ne puisse discuter davantage, un bruit de pas résonna dans le tunnel. Les deux femmes échangèrent un regard inquiet. « Quelqu'un arrive » chuchota Anna. Elles éteignirent rapidement leurs lampes de poche et se cachèrent derrière la table.
Les pas se rapprochaient, lourds et déterminés. « Je savais que vous étiez ici », déclara une voix familière. C'était Marc. Il tenait une lampe torche qui illuminait la pièce. Lorsqu'il vit la porte ouverte et le coffre vide, son visage se durcit. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez trouvé ?» dit-il en balayant la pièce du regard. Anna se redressa lentement, l'amulette toujours dans sa main. « Et toi, tu sembles très bien savoir ce que c'est », répondit-elle, défiant. Marc sourit, mais ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était un sourire froid, calculateur. « Remets-moi ça », dit-il en tendant la main. « Jamais », répondit Anna, serrant l'amulette encore plus fort. Lila se leva également, se plaçant à côté de Anna. « Qu'est-ce que tu veux, Marc ?» demanda-t-elle. « Pourquoi ça t'intéresse autant ?» Marc soupira, comme s'il était fatigué de devoir expliquer. « Ce chalet, cet endroit, ils ne sont pas ce que vous pensez. Ce n'est pas juste un lieu de souvenirs ou de secrets familiaux. C'est la clé d'un héritage bien plus grand. Et vous n'êtes pas prête à porter ce fardeau. »« Pourquoi ?» rétorqua Anna. « Parce que ça te rendrait moins riche. » Marc grimaça, mais il ne répondit pas. Au lieu de cela, il fit un pas en avant, mais Anna et Lila reculèrent. « Tu ne peux pas nous arrêter, » dit Anna avec assurance. « Nous allons découvrir la vérité, que ça te plaise ou non. » Marc secoua la tête, exaspéré. « Vous jouez à un jeu dangereux, Anna. Mais très bien, faites ce que vous voulez. Ne venez pas pleurer quand tout cela vous échappera. » Il tourna les talons et disparut dans le tunnel, laissant Anna et Lila seules, encore secouées par la confrontation. « On doit partir d'ici, » dit Lila. Anna hocha la tête. Elles prirent l'amulette, les documents et quittèrent le tunnel aussi vite qu'elles le purent. De retour au chalet, elles s'assirent à la table, épuisées mais résolues. « Tu crois qu'il a dit la vérité ?» demanda Lila. « Peut-être, » répondit Anna. « Mais je sais une chose, peu importe ce qu'il pense, nous allons continuer. Ce chalet est plus qu'un simple endroit. C'est un lien avec notre passé, et je ne vais pas laisser Marc ou quiconque le détruire. » Lila sourit faiblement. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Anna regarda l'amulette dans sa main. Elle savait que leur quête était loin d'être terminée. On continue à chercher. La vérité est là quelque part. Et avec cette résolution, elles se préparèrent pour ce qui allait venir, prêtes à affronter tout ce que le passé, ou Marc, leur réservait. Le soleil commençait à se coucher derrière les arbres lorsque je me suis assise à la table de la cuisine, les yeux fixés sur la lettre que Balin m'avait donnée. Le papier était jauni, l'encre légèrement effacée par endroits, mais je reconnaîtrais l'écriture de ma mère parmi mille autres. Mon cœur se serra alors que je passais doucement mes doigts sur la feuille, essayant de rassembler les pièces du puzzle que j'avais en ma possession. Que savait ma mère que j'ignorais? Et pourquoi avait-elle caché ces informations alors qu'elle partageait tant de choses avec moi? Lila s'assit en face de moi avec une tasse de thé qu'elle me tendit. Son visage était sombre, et je ressentais la même chose qu'elle. Cette histoire nous aspirait de plus en plus profondément, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. « Que dit la lettre ?» demanda-t-elle à voix basse, presque en chuchotant, comme si elle craignait que quelqu'un nous entende. J'ai déplié la feuille et j'ai commencé à lire. Les mots de ma mère m'ont immédiatement happée. « Ma chère Anna, si tu lis cette lettre, cela signifie que quelque chose a changé. Je ne sais pas quand elle arrivera entre tes mains ni comment tu la trouveras, mais j'ai confiance que cela se produira au bon moment. Il y a tant de choses que je ne t'ai pas dites, pensant que cela te protégerait. Le chalet que tu aimes tant est bien plus qu'un simple refuge. Cet endroit est lié au passé de notre famille et à un secret qui traverse les générations. Je ne peux pas tout détailler, car moi-même je ne comprends pas entièrement pourquoi cet endroit est si important. Mais une chose est sûre, il existe des personnes qui voudraient te le prendre. J'écris cette lettre pour te rappeler de rester forte et de protéger ce qui t'appartient. La carte que tu trouveras pourrait t'aider. J'ai confiance en toi, Anna. Tu es bien plus forte que tu ne le penses. Avec tout mon amour. Ta mère. En lisant la lettre jusqu'à la dernière ligne, je sentis mes yeux se remplir de larmes. Je ne pleurais pas bruyamment, je laissais simplement les émotions déferler sur moi en silence. Ma mère avait toujours été mon point d'ancrage, et même maintenant, alors qu'elle n'était plus là, ces mots m'apportaient une force inestimable. Lila me regarda en silence, et lorsque j'eus terminé, elle se contenta de dire « Cela change tout. » J'hochai la tête.
Elle avait raison. Il ne s'agissait plus seulement de protéger le chalet de Marc. Il était désormais évident que les sombres secrets du passé voulaient ressurgir, et je ne pouvais pas permettre qu'ils m'échappent. La nuit fut calme, mais je ne dormis presque pas. Les phrases de la lettre tournaient en boucle dans ma tête alors que je tentais de comprendre ce qu'elle signifiait. Qu'avait découvert ma mère qui l'inquiétait autant? Et qui était cet homme sur la photo, dont la présence m'inspirait une inquiétude sourde? Au matin, j'étais prête à poursuivre mes recherches. Lila s'était également levée tôt, et sa détermination était aussi visible que la mienne. Nous avons déployé la carte sur la table et choisi le prochain emplacement à explorer. Ce point était un peu plus éloigné du chalet, près d'une ancienne mine abandonnée. Le chemin pour y parvenir était long, et le paysage devenait de plus en plus sauvage à mesure que nous nous enfoncions dans la forêt. La lumière du jour peinait à percer le dense feuillage, et l'air était frais, presque oppressant. À mesure que nous avancions, le sol devenait de plus en plus rocheux, jusqu'à ce que nous apercevions une vieille pancarte rouillée indiquant clairement l'entrée de la mine. « Tu crois que c'est sûr d'entrer ?» demanda Lila en fixant la pancarte où était inscrit « Interdit d'entrer ». « Je n'en suis pas certaine », répondis-je honnêtement. « Mais c'est probablement là que nous trouverons des réponses. » L'intérieur de la mine était froid et sombre. La faible lumière de nos lampes de poche éclairait à peine les parois humides, où des gouttes d'eau ruisselaient doucement. Dans un coin, nous avons trouvé un tas de vieilles pièces en bois, probablement des restes d'outils utilisés autrefois pour l'extraction minière. En progressant, nous sommes arrivés à une bifurcation. Une voie menait à un tunnel étroit et obscur, tandis que de l'autre côté, nous ressentions un léger courant d'air qui semblait apporter de l'air frais. Lila me regarda, et je hochai la tête. Nous avons suivi la brise, espérant trouver quelque chose de significatif. Dans une grande cavité, je remarquai des gravures étranges sur les parois. Les symboles ressemblaient aux motifs que nous avions vus sur la dalle de pierre dans la clairière, mais ils étaient ici beaucoup plus détaillés. Lila sortit immédiatement son téléphone et commença à les photographier. « Tout est lié », dit-elle avec excitation. « Ça ne peut pas être une coïncidence. » Au centre de la cavité, un vieux livre épais reposait, comme si quelqu'un l'avait volontairement laissé là. La couverture était poussiéreuse, mais en le prenant dans mes mains, je sentis immédiatement qu'il contenait quelque chose de spécial. Les pages étaient remplies de textes manuscrits et de dessins, documentant apparemment l'histoire et les légendes de la région. Sur l'une des pages, une histoire étrange racontait la légende d'un trésor caché. Selon le texte, ce trésor appartenait autrefois à une riche famille, mais ses propriétaires avaient disparu, et il n'avait jamais été retrouvé. Cependant, le récit laissait entendre que ce trésor n'était pas seulement constitué d'or ou de bijoux, mais de quelque chose de bien plus précieux, sans toutefois préciser de quoi il s'agissait. « Tu crois que c'est pour ça que Marc veut vendre le chalet ?» demandai-je en feuilletant le livre. « Peut-être qu'il est au courant de tout ça ?» Lila haussa les épaules. « Je ne sais pas. Mais s'il sait qu'il y a quelque chose de précieux ici, il ne renoncera pas facilement. » En sortant de la mine, l'air frais nous frappa presque physiquement. Le soleil était déjà haut dans le ciel, et le chant des oiseaux nous ramena à la réalité. Mais dans ma tête, les gravures sur les murs et le livre restaient omniprésents. Il était clair que quelque chose de bien plus grand était en jeu que je ne l'avais jamais imaginé. En revenant au chalet, une nouvelle surprise nous attendait. Marc était assis devant la porte, et lorsqu'il nous vit arriver, un sourire faux se dessina sur son visage. « Il faut qu'on parle », dit-il en se levant lentement. Je ne répondis pas tout de suite. Je restai immobile, essayant de deviner ce qu'il avait en tête. Marc avait toujours été doué pour la manipulation, et je savais que je devais garder mon sang-froid. « De quoi ?» demandai-je finalement, en essayant de garder un ton neutre. Marc s'approcha un peu, baissant légèrement la voix. « Je sais que vous avez trouvé quelque chose. Et je sais aussi que vous n'avez aucune idée de ce dans quoi vous vous êtes embarqué. » Ces paroles m'envoyèrent un frisson glacé dans le dos. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demandai-je. Marc esquissa un sourire, mais son expression était plus menaçante que chaleureuse. « Je veux juste dire que ce chalet n'est pas ce que vous croyez. Et si vous êtes intelligente, vous arrêterez de chercher.
C'était le point de rupture pour moi. Je m'avançai et le regardai droit dans les yeux. Ce chalet m'appartient, dis-je fermement. Et tu ne me le prendras pas, quoi que tu aies prévu. Marc me fixa un moment, puis haussa les épaules, comme si tout cela lui importait peu. Très bien, Anna. Comme tu veux. Mais ne viens pas dire que je ne t'ai pas prévenu. Sur ces mots, il tourna les talons et disparut dans la forêt, nous laissant seuls, Lila et moi, face à nos pensées. Alors que je restais là, le regard fixé sur les arbres qui l'engloutissaient, je sentis que les choses s'approchaient d'un point d'explosion. Marc ne renoncerait pas, et je savais maintenant que je devrais me battre pour les secrets du chalet, pas seulement pour lui, mais pour tout ce qu'il représentait. Alors que Marc disparaissait parmi les arbres de la forêt, mon cœur battait à tout rompre. Ses paroles, bien que vagues, portaient une menace évidente. Je ne savais pas exactement ce qu'il planifiait, mais une chose était claire, il n'abandonnerait pas facilement. Lila se tenait silencieusement à mes côtés, et son visage exprimait la même inquiétude que je ressentais. « Anna, murmura-t-elle finalement, tu crois qu'il était sérieux ? » « Oui, répondis-je sèchement, les yeux toujours fixés sur l'endroit où Marc s'était évanoui dans la forêt. Il est toujours sérieux quand il veut quelque chose. Et maintenant, je suis certaine qu'il sait quelque chose d'important sur le chalet, quelque chose que nous ignorons. Lila hocha la tête, mais son visage restait préoccupé. Alors, que faisons-nous maintenant? Si Marc représente vraiment un danger, ne devrions-nous pas demander de l'aide? Je réfléchis un instant. Se tourner vers la police ou impliquer d'autres autorités aurait semblé être une démarche logique, mais quelque chose au fond de moi me disait que cette bataille était personnelle. Marc avait franchi toutes les limites dans ma vie pendant des années, et maintenant que le chalet et la mémoire de ma mère étaient en jeu, je ne voulais pas que quelqu'un d'autre résolve ce problème à ma place. Pas encore, répondis-je finalement. Nous devons d'abord comprendre ce qui se passe ici. Si nous n'avons pas d'autre choix, nous demanderons de l'aide, mais d'ici là, nous devons découvrir la vérité par nous-mêmes. Lila hocha la tête, bien que je pouvais voir qu'elle n'était pas entièrement convaincue par ma décision. De retour au chalet, les paroles menaçantes de Marc tournaient en boucle dans mon esprit. Les événements des derniers jours avaient complètement bouleversé ma vie, et bien que je me sois toujours considérée comme une personne forte, je sentais que l'incertitude me consumait peu à peu. La lettre de ma mère, la carte, les symboles dans la mine et le livre, tout pointait dans la même direction, mais je ne pouvais toujours pas voir clairement où cela menait. Ce soir-là, après que Lila se fut retirée dans sa chambre, je m'installai à la table de la cuisine avec le livre et la carte devant moi. La lettre de ma mère était posée à côté, comme si une force invisible voulait me rappeler qu'elle était au cœur de tout cela. Pendant des heures, j'étudiais les symboles et les textes, essayant de relier les indices, mais chaque nouveau détail ne faisait que soulever davantage de questions. À un moment donné, une phrase étrange dans le livre attira mon attention. Les secrets du passé ne se dévoileront que si tu es prête à les voir. Ces mots simples semblaient m'être directement adressés. Mais que signifiaient-ils vraiment? Le lendemain matin, Lila m'apporta une nouvelle inattendue. J'ai parlé à une connaissance, annonça-t-elle avec excitation en s'asseyant à mes côtés. Un historien qui étudie les légendes et mythes locaux. Je lui ai envoyé quelques photos des symboles que nous avons trouvés dans la mine, et il m'a dit qu'ils ressemblent à l'emblème d'une ancienne famille oubliée. L'emblème d'une famille? Demandai-je, sceptique. Oui, répondit-elle en hochant la tête. Apparemment, au VIe siècle, une famille noble riche possédait cette région. Mais cette famille a soudainement disparu, et la plupart de leurs terres ont sombré dans l'oubli. Cependant, pour une raison inconnue, le chalet et les terres environnantes ont été préservés. Ces paroles résonnaient dans ma tête. Cela pouvait expliquer pourquoi cet endroit était si important, mais je ne comprenais toujours pas comment ma mère pouvait être liée à tout cela. Penses-tu que nous pourrions le rencontrer? Demandai-je. Peut-être qu'il pourrait nous en dire plus. Lila acquiesça. J'en ai déjà parlé avec lui. Nous pouvons le rencontrer demain en ville. C'était une lueur d'espoir. Si cet homme savait quelque chose, nous pourrions peut-être enfin approcher la vérité. Le lendemain matin,
Nous partîmes tôt pour rencontrer la connaissance de Lila dans le centre-ville. C'était un homme d'âge moyen, avec une chevelure grisonnante et des lunettes épaisses. Il se présenta sous le nom de Zoltan, et dès les premières minutes, il était évident qu'il était passionné par le sujet. Ces symboles sont extrêmement particuliers, dit-il en examinant les photos prises dans la mine. Je n'ai pas souvent vu de motifs similaires, mais il existe un blason familial qui leur ressemble beaucoup. Il ouvrit un vieux livre qu'il avait apporté avec lui, rempli de dessins de blasons. Il tourna les pages jusqu'à en trouver un, et il pointa un symbole qui ressemblait effectivement à ceux que nous avions vus dans la mine. Ce blason appartenait à une ancienne famille noble qui vivait dans cette région à la fin des années 1800, expliqua-t-il. Ils s'appelaient les Farka. Pendant un temps, ils étaient incroyablement riches et influents, mais ils ont soudainement disparu. Personne ne sait exactement ce qui leur est arrivé, mais il y a des rumeurs selon lesquelles ils auraient dû fuir à cause d'un grand secret. Et quel rapport cela peut-il avoir avec le chalet? Demandai-je, tentant de relier ces informations à ma propre histoire. Zoltan haussa les épaules. Je ne peux pas le dire avec certitude. Mais il est évident que ce chalet et les terres environnantes étaient importantes pour eux. Peut-être ont-ils caché quelque chose ici. Ces paroles me ramenèrent immédiatement au livre trouvé dans la mine et à son histoire sur un trésor caché. Était-il possible que la famille Farka ait réellement laissé quelque chose de valeur derrière elle, et que ce soit ce que Marc tentait de récupérer? Après avoir remercié Zoltan, nous retournâmes au chalet en silence, toutes deux plongées dans nos pensées. Je sentais que le mystère commençait à se dévoiler, mais il restait encore trop de questions sans réponse. À notre arrivée, je remarquai immédiatement que quelque chose n'allait pas. La porte était entr'ouverte, et des bruits légers provenaient de l'intérieur. Lila me regarda, alarmée, mais je m'avançai déjà pour voir ce qui se passait. En entrant, je vis Marc penché sur les papiers posés sur la table. Lorsqu'il me vit, il resta figé un instant, puis un sourire narquois se dessina sur son visage. « Je savais que vous finiriez par revenir, » dit-il en se redressant lentement. « Qu'est-ce que tu fais ici » demandai-je sèchement, tentant de maîtriser ma colère. « Juste curieux, » répondit-il nonchalamment. « On dirait que toi et ta petite amie avez été très occupés ces derniers jours. »« Ça ne te regarde pas, » rétorquai-je. « Ce chalet m'appartient, et je ne te laisserai pas essayer de me nuire. » Marc me fixa un moment, puis haussa les épaules comme si tout cela n'avait aucune importance pour lui. « Très bien, Anna. Comme tu veux. Mais ne dis pas que je ne t'ai pas averti. » Il sortit alors tranquillement par la porte, disparaissant à nouveau dans la forêt, me laissant seul avec Lila et nos questions de plus en plus pressantes. Je m'assis à la table, réfléchissant aux événements des derniers jours. Je pouvais sentir que l'histoire approchait de son apogée. Marc n'abandonnerait pas, et je savais que je devais être prête à tout pour protéger ce qui comptait le plus pour moi. Alors que cette histoire arrive à sa fin, je vous invite à prendre un moment pour réfléchir à tout ce qui s'est passé dans ce récit. Anna a traversé tant d'épreuves, de doutes et de moments où elle aurait pu céder face à la peur ou à la manipulation. Pourtant, elle a choisi de rester forte, de se battre pour ce qui était important pour elle et pour honorer la mémoire de sa mère. Cette lutte, bien qu'elle ait été remplie de mystères, de défis et de confrontations, nous enseigne une chose essentielle: la résilience, la foi en soi-même et la capacité de se relever face aux obstacles sont des qualités qui peuvent transformer n'importe quelle situation, aussi difficile soit-elle. Ce que nous pouvons retenir ici, c'est que tout au long de l'histoire, Anna n'a pas seulement protégé un chalet. Elle a protégé les souvenirs, les valeurs et les liens familiaux qui y étaient associés. Elle a appris que parfois, la vérité est enfouie sous des couches d'incertitude et de secrets, mais qu'elle vaut toujours la peine d'être découverte. Et au-delà de cela, Anna nous montre que face à des personnes comme Marc, des individus manipulateurs et motivés par leur propre intérêt, il est essentiel de fixer des limites et de défendre ce qui compte vraiment. Prenons un moment pour parler de Marc. Il représente ici une figure bien connue dans nos vies. Quelqu'un qui est prêt à tout pour servir ses propres intérêts, peu importe les dégâts qu'il cause autour de lui. Mais ce que Marc n'avait pas compris,
c'est que la détermination et la vérité finissent toujours par triompher. Cette histoire nous montre qu'il est important de rester ferme face à l'injustice et de ne jamais permettre à quelqu'un de s'approprier ce qui ne lui appartient pas. Pour chacun d'entre nous, le chalet peut symboliser quelque chose de différent. Peut-être que pour vous, c'est un souvenir précieux, un rêve que vous poursuivez, ou une relation que vous tenez à protéger. Peu importe ce que cela représente, cette histoire nous rappelle qu'il est important de protéger ce que nous chérissons et de ne jamais abandonner ce qui nous tient à cœur. Elle nous rappelle également qu'il est essentiel de nous entourer de personnes comme Lila, des amis loyaux qui nous soutiennent dans les moments difficiles. Et maintenant, parlons de vous, chers spectateurs. En écoutant cette histoire, peut-être que certaines parties ont résonné en vous. Peut-être que vous avez aussi traversé des moments où vous avez dû vous battre pour ce qui compte dans votre vie, ou peut-être que vous vous sentez encore dans le tumulte des défis. Quelle que soit votre situation, sachez ceci, vous avez en vous la force de surmonter n'importe quel obstacle. Tout comme Anna, vous pouvez faire face aux défis avec courage, patience et persévérance. Avant de continuer, j'aimerais vous inviter à interagir avec cette vidéo. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a inspiré ou si elle vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à laisser un « j'aime » et à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide à partager davantage de récits comme celui-ci avec un public plus large. Et surtout, laissez un commentaire en dessous. Qu'avez-vous retenu de cette histoire? Quel a été le moment qui vous a le plus marqué? J'aimerais beaucoup lire vos réflexions et continuer cette conversation avec vous. Maintenant, permettez-moi de lier cette histoire à quelque chose de plus grand. Vous savez, en écoutant ce récit, nous voyons à quel point Anna a dû lutter pour découvrir la vérité et protéger ce qu'elle aimait. Cela m'amène à réfléchir au fait que nous aussi, dans notre vie, avons parfois besoin d'un refuge, d'une source de force et de paix qui nous soutiennent dans nos combats quotidiens. Et cela me rappelle un passage très important de la Bible, dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset nous parle d'un amour incommensurable, un amour si profond qu'il dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Dieu nous aime d'un amour inconditionnel, peu importe nos faiblesses, nos échecs ou nos erreurs. Il a envoyé Jésus-Christ, son Fils, pour être notre refuge, notre force et notre source de paix, exactement comme Anna trouvait refuge et paix dans ce chalet. L'histoire d'Anna nous montre qu'elle a dû fouiller profondément pour découvrir la vérité et protéger ce qui comptait le plus. De la même manière, chacun de nous est invité à fouiller dans son cœur et à se poser une question essentielle. Qu'est-ce qui compte le plus dans ma vie? Si nous sommes honnêtes, nous verrons que ce que nous recherchons vraiment, c'est l'amour, la paix et un sentiment d'appartenance. Et c'est précisément ce que Dieu nous offre à travers Jésus-Christ. Peut-être que vous traversez en ce moment une période difficile. Peut-être que, comme Anna, vous vous sentez submergé par des défis, des incertitudes ou des luttes internes. Mais sachez ceci, Dieu vous tend la main. Son amour est là, disponible pour vous, peu importe où vous êtes dans votre vie. Tout comme Anna a trouvé des réponses et une force en creusant dans les mystères de son passé, vous pouvez trouver une paix profonde en ouvrant votre cœur à Dieu. Le don de Jésus est une invitation. Une invitation à laisser derrière nous les poids de la culpabilité, de la peur et de l'incertitude, et à embrasser un avenir rempli d'espoir et de lumière. Si vous n'avez jamais pris le temps de réfléchir à ce que cela signifie, je vous encourage à le faire aujourd'hui. Dieu vous appelle à une relation personnelle avec lui, une relation où vous pouvez trouver le véritable repos et la véritable joie. Et si vous ne savez pas par où commencer, je veux vous guider. Une simple prière peut être un premier pas. Dites-lui simplement ce que vous ressentez. Ouvrez votre cœur et demandez-lui de se révéler à vous. Voici une prière que vous pouvez faire. Seigneur, je viens devant toi avec un cœur humble. Je reconnais que j'ai besoin de toi dans ma vie. Merci pour ton amour immense et pour le don de ton Fils, Jésus-Christ. Je veux t'accepter comme mon refuge, mon sauveur et ma force. Aide-moi à marcher dans ta lumière et à vivre selon ta volonté. Merci de m'aimer tel que je suis. Amen.
Si vous avez fait cette prière ou si vous avez des questions sur ce que cela signifie de suivre Jésus, je vous encourage à en parler dans les commentaires ou à chercher des ressources pour en apprendre davantage. N'oubliez jamais que vous êtes aimé, et que votre vie a une valeur immense aux yeux de Dieu. Alors que nous terminons cette histoire, souvenez-vous de ceci. Tout comme Anna a trouvé la force de se battre pour ce qui comptait, vous pouvez aussi trouver la force de surmonter les défis de votre vie. Et tout comme elle a découvert des vérités enfouies, vous pouvez découvrir une paix et une vérité profonde en vous tournant vers l'amour de Dieu. Merci d'avoir écouté cette histoire avec nous. Si elle vous a inspiré ou encouragé, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un « j'aime » et de partager cette vidéo avec vos proches. Et rappelez-vous, peu importe les tempêtes que vous traversez, il y a toujours un refuge dans l'amour de Dieu. À bientôt, et que Dieu vous bénisse abondamment.